Gisèle pousse la porte de la maison familiale avec cette fatigue particulière qui suit les journées trop longues. Ses chaussures glissent sur le carrelage froid et l'odeur du pot-au-feu flotte dans l'air comme un reproche silencieux. Elle arrive en retard, encore une fois. Le brouhaha des voix lui parvient depuis la salle à manger, mélange de rires et de tintements de couverts qui lui serrent le ventre. À 28 ans, Gisèle connaît cette sensation par cœur, celle d'être toujours en décalage avec sa famille. Architecte junior dans un cabinet parisien, elle vient de boucler une présentation cruciale pour un projet d'éco-quartier révolutionnaire. Son patron, impressionné, lui a glissé qu'un investisseur international s'intéressait de près à ses concepts. Mais ici, dans cette maison où elle a grandi, son succès professionnel semble s'évaporer comme buée sur une vitre. Elle rejoint la tablée où sa sœur Margot rayonne littéralement. À 25 ans, Margot possède cette beauté insouciante que Gisèle lui envie secrètement. Ses boucles blondes encadrent un visage animé. Ses yeux pétillent d'une joie communicative. À ses côtés, Thomas, son fiancé, arbore ce sourire satisfait qui irrite profondément Gisèle. Cet homme de 30 ans, entrepreneur selon ses propres dires, dégage une assurance qui frise l'arrogance. « Ah, te voilà enfin !» lance leur père, André, sans lever les yeux de son assiette. Sa voix porte cette pointe de reproche familier qui fait tressaillir Gisèle. Margot agite sa main gauche, et la lumière du lustre accroche un diamant qui étincelle comme 1000 promesses. « Thomas m'a demandé en mariage. » Les applaudissements fusent. Leur mère, Irène, essuie une larme d'émotion. Le père se lève pour serrer la main de Thomas avec cette solennité qu'il réserve aux grandes occasions. Gisèle sourit, s'efforce de paraître heureuse, mais une boule se forme dans sa gorge. « Félicitations », murmure-t-elle en embrassant sa sœur. Thomas se penche vers elle, son haleine chargée de vin rouge effleurant son oreille. « On compte sur toi pour nous aider financièrement. 8 000 € pour la Polynésie, c'est rien pour quelqu'un qui gagne bien sa vie comme toi. » Le ton se veut désinvolte, presque amical, mais Gisèle perçoit l'exigence sous-jacente. Autour de la table, les regards convergent vers elle. L'attente pèse sur ses épaules comme une chape de plomb. « Je ne peux pas, » répond-elle doucement. « J'économise pour ouvrir mon propre cabinet. » Le silence qui suit résonne comme un coup de tonnerre. Le sourire de Thomas se fige, celui de Margot s'efface. Leurs parents échangent un regard lourd de désapprobation. « Égoïste !» explose Thomas en abattant son poing sur la table. Les verres tintent, quelques gouttes de vin rouge éclaboussent à la nappe blanche. Le visage de Thomas s'empourpre, ses traits se durcissent. En un éclair, sa main s'élève et frappe la joue de Gisèle avec une violence qui la fait chanceler. La gifle claque dans l'air. La douleur irradie, cuisante et humiliante. André se lève et applaudit lentement, méthodiquement. Maintenant, tu vas apprendre à le respecter. Margot éclate de rire. Un rire cristallin qui transperce le cœur de Gisèle comme une lame. Pas de drame, Frangine. C'était juste une gifle. Tu ferais mieux d'obéir. Gisèle reste immobile, la joue en feu, le goût du sang dans la bouche. Son téléphone vibre dans sa poche. Elle le sort d'une main tremblante, voit le nom de son patron s'afficher. Dans un réflexe, elle décroche. « Gisèle, excellente nouvelle. Le consortium japonais achète votre projet 3 millions d'euros. Le virement arrive demain matin. » Sa main se raffermit sur l'appareil. Un sourire étrange étire ses lèvres tuméfiées. Elle raccroche lentement, savoure le silence pesant qui règne autour de la table. « Je viens de devenir millionnaire », annonce-t-elle d'une voix parfaitement calme. Thomas ricane, mais son rire sonne faux. Et avec cet argent, j'ai décidé d'acheter cette maison. Elle était aux enchères judiciaires depuis 3 mois. Vous avez 48 heures pour déménager. Les visages se décomposent un à un. André ouvre et ferme la bouche comme un poisson hors de l'eau. Irène devient livide. Margot hurle. « Tu es devenue folle ?» Gisèle se lève, digne malgré sa joue rouge. « Non, je suis devenue libre. » Que feront-ils maintenant qu'elle détient leur avenir entre ses mains? Le silence qui suit les mots de Gisèle pèse comme du plomb fondu. Dans la salle à manger familiale, le temps semble suspendu. Les bougies du chandelier vacillent, projetant des ombres dansantes sur les visages décomposés. Thomas, figé dans son arrogance, ouvre et ferme la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Gisèle savoure chaque seconde de ce moment. La douleur de sa joue tuméfiée s'estompe,
remplacée par une sensation enivrante de puissance. Pour la première fois de sa vie, elle détient le contrôle. Ses doigts effleurent machinalement son téléphone, encore chaud de l'appel qui vient de bouleverser son existence. « Tu mens », souffle Margot, sa voix tremblant d'incrédulité. « C'est impossible. Tu bluffes. » Gisèle sort calmement son téléphone et affiche l'écran. Le message de confirmation bancaire s'étale en chiffres implacables. 3 millions d'euros, virement en cours. Elle fait circuler l'appareil autour de la table. André chausse ses lunettes d'une main tremblante. Irène se penche par-dessus son épaule. Leurs visages se décomposent progressivement. Thomas tente un dernier sursaut d'orgueil. Il se dresse, poing serré, le visage cramoisi. « Tu crois m'impressionner ? Une petite architecte de rien du tout qui vient d'acheter ta future belle famille ?» l'interrompt Gisèle avec un sourire glacial. Elle sort de son sac une liasse de documents qu'elle étale méthodiquement sur la nappe tachée de vin. Acte de vente, certificat de propriété, tout y est. Noir sur blanc, tamponné, officiel. La maison familiale lui appartient désormais. Thomas recule d'un pas, puis d'un autre. La réalité le frappe comme une gifle en retour. Ses grands airs s'effritent, laissant place à quelque chose de pathétique et de petit. « Thomas ?» appelle Margot d'une voix brisée. « Dis-moi qu'elle ment. » Mais Thomas ne répond pas. Il calcule, jauge, évalue. Gisèle lit dans ses pensées comme dans un livre ouvert. Il cherche déjà une sortie, un moyen de sauver sa peau. L'amour qu'il prétendait porter à Margot s'évapore devant l'effondrement de ses plans. « Au fait, Thomas, » reprend Gisèle en sortant une nouvelle enveloppe, « j'ai pris la liberté de faire quelques vérifications sur ton passé. » Elle déploie méthodiquement les documents. Extraits de casier judiciaire, témoignages d'anciennes fiancées, relevés de dettes. Chaque feuille tombe sur la table comme un couperet. Escroquerie en 2018, abus de confiance en 2020. 3 fiançailles rompues après spoliation des familles. Margot blêmit. Ses mains se crispent sur sa serviette. Ses jointures deviennent blanches. « Tu es un menteur et un voleur », conclut Gisèle. « Tu espérais nous dépouiller comme les autres. » Thomas bafouille, tente de nier, mais les preuves s'accumulent. Irène porte la main à sa bouche, horrifiée. André se tasse sur sa chaise, soudain vieilli de 10 ans. « Margot, écoute-moi », commence Thomas. « Tais-toi », hurle sa sœur. Margot se lève si brutalement que sa chaise bascule. Ses yeux brillent de larmes et de rage. Elle arrache la bague de fiançailles de son doigt et la lance à la figure de Thomas. « Sors de chez nous. »« Chez vous ?» ricane Gisèle. « Cette maison est à moi maintenant. » La phrase porte. Margot vacille, réalisant l'ampleur de la catastrophe. Ses parents se regardent, perdus, comprenant qu'ils viennent de tout perdre en quelques minutes. Thomas ramasse précipitamment ses affaires. Son beau costume froissé, son assurance envolée, il ressemble maintenant à ce qu'il a toujours été, un petit escroc sans envergure. Il jette un dernier regard haineux à Gisèle. « Tu le paieras cher. »« Essaie donc, » répond-elle tranquillement. La porte claque derrière lui. Dans le silence qui suit, seuls résonnent les sanglots étouffés de Margot. André fixe ses mains. Irène murmure des prières inaudibles. Gisèle se dirige vers la fenêtre et écarte le rideau. Thomas court vers sa voiture, un homme en fuite. Ses phares trouillent la nuit, puis disparaissent au coin de la rue. Pour toujours. Pourquoi ? Chuchote Margot. Pourquoi nous faire ça ? Gisèle se retourne. Dans la lumière dorée du lustre, sa famille lui paraît soudain fragile, brisée. La joie féroce qu'elle ressentait s'atténue, remplacée par quelque chose de plus trouble. Parce que vous m'avez humiliée une fois de trop. Irène fond en larmes. André reste muet, écrasé par le poids de ses erreurs. Margot s'effondre sur sa chaise, la tête entre les mains. Gisèle monte l'escalier vers sa ancienne chambre, laissant sa famille détruite derrière elle. Dans le miroir de l'armoire, elle découvre son reflet. Une femme qu'elle ne reconnaît plus, puissante et terrible à la fois. Cette nuit-là, elle s'endort dans son lit d'enfance, dans sa propre maison, bercée par les pleurs qui montent du rez-de-chaussée. Mais demain, que restera-t-il de la famille qu'elle vient de détruire ? 3 semaines se sont écoulées depuis cette soirée qui a tout changé. Gisèle déambule dans les pièces silencieuses de sa nouvelle demeure, ses pas résonnant sur le parquet ciré. Cette maison qu'elle a toujours connue pleine de vie lui semble désormais immense et vide. Les meubles familiers sont restés en place,
mais il porte désormais le poids d'une solitude qu'elle n'avait pas anticipée. Le succès professionnel, lui, explose littéralement. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Les magazines d'architecture se disputent un de ses interviews, les chaînes de télévision veulent connaître l'histoire de cette jeune femme qui révolutionne l'habitat écologique. Ce matin encore, Le Figaro a titré « L'architecte prodige qui transforme nos villes ». Sa photo s'étale en première page, sourire professionnel impeccable. Pourtant, chaque soir, elle dîne seule dans cette salle à manger où tout a basculé. La chaise de Margot reste vide, celle de ses parents aussi. Elle a appris par des voisins que sa famille a trouvé refuge dans un studio près de la gare. Margot travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, les traits tirés, le regard éteint. La sonnette retentit, interrompant ses pensées moroses. Sur le perron se tient un homme élégant, la quarantaine, cheveux poivre et cils soigneusement peignés. Il porte un costume sobre et des lunettes qui lui donnent un air intellectuel séduisant. « Gisèle Moreau, je suis Julien Delacroix, journaliste au Monde. J'aimerais écrire un article sur votre parcours exceptionnel. » Sa voix grave la surprend agréablement. Elle l'invite à entrer, troublée par l'intérêt sincère qu'elle lit dans ses yeux noisettes. Il s'installe dans le salon et Julien sort discrètement son carnet. Ses questions sont pertinentes, intelligentes, loin du sensationnalisme habituel des médias. Votre projet d'écoquartier révolutionne l'approche environnementale. Comment cette vision vous est-elle venue ? Gisèle se détend progressivement. Depuis des semaines, personne ne lui a parlé avec autant de respect et de curiosité véritable. Elle évoque sa passion pour l'architecture durable, ses nuits blanches passées à perfectionner ses concepts. « Et votre famille ?» demande-t-il soudain. Elle doit être fière de votre réussite. Le silence qui suit pèse lourd. Gisèle détourne le regard vers la fenêtre, où les premières feuilles d'automne tourbillonnent dans le jardin. « Ma famille et moi, nous avons des relations compliquées. » Julien pose son stylo et se penche légèrement vers elle. « Je sens une blessure profonde. Voulez-vous en parler ?» Quelque chose dans sa voix, peut-être cette douceur mêlée de compréhension, fait céder les barrières de Gisèle. Elle se met à raconter les années de sacrifices ignorés, les humiliations constantes. Cette soirée terrible où tout a explosé. J'ai découvert que ma sœur allait épouser un escroc, que mes parents applaudissaient quand ils me frappaient. Julien fronce les sourcils, visiblement choqué. « Mais ils ont applaudi quand quelqu'un vous a frappé ? Pour m'apprendre le respect, selon mon père. » Un silence pesant s'installe. Julien range son carnet, l'interview semble oubliée. « Comment vous sentez-vous maintenant ?» La question, si simple en apparence, la désarçonne complètement. Comment se sent-elle ? Victorieuse ? Libérée ? Ou terriblement seule ? Puissante, répond-elle finalement. Et vide à la fois. Julien acquiesce lentement. La vengeance a souvent. On croit qu'elle nous libérera, mais elle nous isole parfois plus encore. Ces mots résonnent étrangement en elle. Depuis quand n'avait-elle pas eu une conversation aussi profonde ? Depuis quand quelqu'un s'intéressait-il vraiment à ce qu'elle ressentait ? Vous regrettez ? Insiste-t-il doucement. Jamais, répond-elle trop vite. Mais cette nuit-là, quand Julien est reparti avec la promesse de revenir bientôt, Gisèle fait un cauchemar. Elle rêve de Margot enfant, qui pleurait après s'être écorché le genou. Elle rêve de sa mère préparant ses plats préférés quand elle était malade. Elle rêve d'un temps où cette maison résonnait de rire plutôt que de solitude. Elle se réveille en sursaut, le visage baigné de larmes qu'elle refuse d'admettre. Au petit déjeuner, elle découvre un article dans le journal local. Une famine à la rue suite à la vente de leur maison. La photo montre sa sœur sortant de son nouveau logement, un studio sombre et exigu. Gisèle referme le journal d'un geste brusque, mais l'image de Margot continue de la hanter. Que se passe-t-il réellement dans cette nouvelle vie qu'elle a imposée à sa famille ? 6 mois se sont écoulés depuis le bouleversement de sa vie. Gisèle règne désormais sur un empire architectural en pleine expansion. Son bureau, situé dans un immeuble haussmannien rénové du 16e arrondissement, bourdonne d'activités. 3 associés, 15 employés, des contrats qui affluent du monde entier. Le petit cabinet dont elle rêvait s'est transformé en une entreprise internationale respectée. Ce matin, elle signe un partenariat avec une firme suisse pour développer des écoquartiers dans toute l'Europe. Les chiffres donnent le vertige. 15 millions d'euros sur 3 ans. Sa signature s'élance sur le contrat
avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas il y a 1 an. Julien entre dans son bureau, un café à la main, et ce sourire en coin qu'elle a appris à apprécier. Leur relation s'est approfondie au fil de leur rencontre. Il n'est plus seulement ce journaliste venu l'interviewer, mais un confident, peut-être même davantage. « Tu as vu les journaux ?» demande-t-il en posant le Parisien sur son bureau. En première page, sa photo accompagne le titre « Gisèle Moreau, l'architecte qui révolutionne l'habitat durable ». L'article la présente comme un génie visionnaire, une femme d'exception qui transforme l'avenir urbain. « Encore de la publicité », soupire-t-elle. « Comme si j'en avais besoin. » Julien s'installe face à elle, son expression soudain plus grave. « Il y a autre chose, un article que tu n'as peut-être pas vu. » Il sort de sa mallette un journal régional et le déplie délicatement. En page 3, un petit entrefilé accompagné d'une photo floue. Hospitalisation d'urgence en psychiatrie après un accouchement difficile. Le sang de Gisèle se fige. Sur la photo, elle reconnaît sa sœur, méconnaissable, le visage creusé et les cheveux ternes, sortant d'une ambulance. Margot, elle était enceinte ? Sa voix tremble malgré elle. Julien hoche lentement la tête. De Thomas apparemment. Elle a accouché seule il y a 3 semaines. Dépression postpartum sévère. Le bébé a été placé temporairement en famille d'accueil. Les mots résonnent dans le bureau comme des coups de marteau. Gisèle se lève brusquement, faisant tomber sa chaise. Son monde parfaitement organisé vacille soudain sur ses fondations. Je ne savais pas. Comment l'aurais-tu su ? Répond Julien avec douceur. Tu as coupé les ponts. La vérité de ces mots la frappe comme une gifle. Pendant qu'elle signait des contrats et récoltait les lauriers, sa sœur sombrait dans la détresse la plus totale. Une nièce qu'elle ne connaît pas grandit loin de sa famille, confiée à des étrangers. Je dois y aller. Julien pose une main apaisante sur son bras. Réfléchis bien, Gisèle. Tu as construit quelque chose de magnifique. Retourner vers eux pourrait tout remettre en question. Mais elle ne l'écoute plus. Pour la première fois depuis des mois, sa réussite professionnelle lui semble dérisoire face à l'ampleur des dégâts qu'elle a causés. L'hôpital psychiatrique Sainte-Anne se dresse devant elle comme un reproche de béton et de verre. Dans les couloirs aux murs verdâtres, flotte une odeur de désinfectant qui lui retourne l'estomac. Elle demande le numéro de chambre de Margot à l'accueil, ses mains tremblant imperceptiblement. Sa sœur est assise près de la fenêtre, le regard perdu vers la cour intérieure. Elle a maigri, ses joues creuses lui donnent un air fantomatique. Quand elle aperçoit Gisèle, aucune émotion ne traverse son visage. « Tiens, ma sœur millionnaire qui vient me rendre visite. » Sa voix sonne étrangement plate, vidée de toute substance. « Margot, je ne savais pas pour le bébé. » Un rire amer échappe à sa sœur. « Évidemment. Tu étais trop occupée à savourer ta vengeance pour t'intéresser aux conséquences. » Les mots piquent plus que Gisèle ne veut l'admettre. Elle s'approche lentement, cherchant les bons mots. Comment elle s'appelle ? Emma. Emma Dubois. Elle porte le nom de sa famille d'accueil maintenant. Le coup porte. Sa nièce grandit sous un autre nom, dans une autre famille, à cause de la guerre qu'elle a déclenchée. Je peux t'aider. Pour la récupérer, pour... M'aider ? Margot se tourne enfin vers elle, ses yeux brillants d'une rage froide. Tu as détruit ma vie, Gisèle. Tu as eu ta revanche. J'espère qu'elle valait la peine de briser notre famille. Les mots restent suspendus entre elles, lourds de vérité et de reproches. Gisèle repart de l'hôpital avec une sensation de vide qu'aucun succès ne pourra combler. Cette nuit-là, elle fait un rêve troublant. Une petite fille aux yeux de Margot, qui lui demande pourquoi sa tante l'a abandonnée. Que peut-elle encore sauver de ce qu'elle a détruit ? L'image de Margot dans ce lit d'hôpital hante Gisèle depuis des jours. Assise dans son bureau luxueux, elle contemple les contrats qui s'accumulent sur sa table de verre. Chaque signature lui rapporte des milliers d'euros, mais l'argent a perdu de sa saveur depuis cette visite qui a tout remis en perspective. Julien frappe doucement à la porte et entre sans attendre de réponse. Il la connaît suffisamment maintenant pour déceler ses humeurs les plus sombres. Ses traits tirés et ses cernes ne trompent pas. « Tu n'as pas dormi », constate-t-il en s'installant face à elle. « Comment le pourrais-je » Elle lui montre les documents étalés devant elle. Rapports médicaux, dossiers sociaux, tout ce qu'elle a pu rassembler sur la situation de sa famille. Les nouvelles sont accablantes. Mon père a fait un infarctus il y a 15 jours. Stress post-traumatique, selon le médecin.
Ma mère nettoie des bureaux la nuit pour payer les frais médicaux. Sa voix se brise légèrement sur ces derniers mots. Julien se penche vers elle, inquiet. Et Emma ? Toujours en famille d'accueil. Margot n'est pas en état de la récupérer. Les services sociaux envisagent une adoption définitive si la situation ne s'améliore pas rapidement. Le silence qui suit pèse lourd entre eux. Gisèle fixe la photo de sa nièce qu'elle a réussi à se procurer. Un bébé de 3 mois aux grands yeux clairs, qui sourit innocemment à l'objectif. Cet enfant ne connaîtra peut-être jamais sa vraie famille. « Tu penses à intervenir ?» demande Julien prudemment. « Si j'interviens, ils vont croire que je reconnais mes torts, que j'admets m'être trompée. Et si c'était le cas ?» La question frappe Gisèle de plein fouet. Elle se lève brusquement et fait les 100 pas devant la baie vitrée qui domine Paris. En contrebas, la vie continue, indifférente à ses tourments intérieurs. Ils m'ont humiliée, Julien. Mon père a applaudi quand ce salaud m'a giflé. Ma sœur a ri. Et maintenant, une petite fille innocente paye pour votre guerre. Ces mots résonnent comme un verdict. Gisèle ferme les yeux, revoit le visage décomposé de Margot, imagine son père dans son lit d'hôpital, sa mère fatiguée nettoyant des bureaux à 4 heures du matin. Que veux-tu que je fasse ? Que j'aille m'excuser ? Que je leur rende leur maison ? Je veux que tu redeviennes humaine. Le silence qui suit cette phrase est assourdissant. Julien se lève à son tour et s'approche d'elle. Sa main se pose doucement sur son épaule. La femme dont je suis tombé amoureux n'était pas cette justicière impitoyable. Elle était quelqu'un qui construisait des ponts, pas quelqu'un qui les détruisait. Ces mots la touchent de plus profondément qu'elle ne veut l'admettre. Depuis quand n'a-t-elle pas pensé à construire plutôt qu'à détruire ? Ce soir-là, elle se rend discrètement devant la maison de la famille d'accueil d'Emma. Cachée dans sa voiture, elle observe la demeure bourgeoise où grandit sa nièce. À travers la fenêtre éclairée, elle aperçoit une femme d'âge moyen qui berce tendrement un bébé. L'image est belle, paisible, mais elle lui serre le cœur. Emma grandit entourée d'amour, certes, mais loin de ses origines, loin de son sang. Cette femme inconnue connaît ses premiers sourires, ses premiers gazouillis, tandis que sa vraie famille se déchire et s'effrite. Gisèle sort de sa voiture et s'approche de la clôture. Le bébé dans les bras de la femme gigote joyeusement. Quand leurs regards se croisent à travers la vitre, Emma lui sourit, un sourire innocent et confiant qui brise définitivement ses défenses. Les larmes coulent enfin, silencieuses et libératrices. Pour la première fois depuis des mois, Gisèle pleure sur autre chose que sa propre douleur. Elle pleure sur cette innocence sacrifiée, sur ces liens familiaux brisés, sur cette guerre dont personne ne sort vainqueur. De retour chez elle, elle reste longtemps devant la photo de famille posée sur la cheminée. Elle avait 4 ans, Margot à peine née. Leurs parents souriaient, heureux et insouciants. Quand tout a-t-il commencé à se dégrader ? Elle prend son téléphone, compose le numéro de l'hôpital, puis raccroche avant qu'on décroche. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Que dira-t-elle à Margot ? Comment réparer ce qui semble irréparable ? Le carillon de l'église Saint-Sulpice sonne 8 heures du matin, quand Gisèle pousse la porte de l'hôpital. Elle a passé la nuit entière à réfléchir, à tourner et retourner les mots qu'elle dira à sa sœur. Dans son sac, une enveloppe contient un chèque qui pourrait changer la donne. 100 000 €, de quoi remettre sa famille à flot. Margot l'attend dans la salle commune, assise à une table près de la fenêtre. Son état s'est légèrement amélioré. Elle a pris du poids, et ses cheveux ont retrouvé un peu de leur éclat d'autrefois. Quand elle aperçoit Gisèle, son visage se durcit immédiatement. « Encore toi. Que veux-tu cette fois ?» Gisèle s'installe face à elle, les mains jointes sur la table. Les mots qu'elle a répétés toute la nuit lui paraissent soudain inadéquats. « Je veux réparer mes erreurs. » Margot émet un ricanement amer. « Tes erreurs ? Tu crois qu'on efface 6 mois de destruction avec quelques mots ?» Gisèle sort l'enveloppe de son sac et la pose délicatement sur la table. Margot la regarde sans y toucher, comme si elle était empoisonnée. Qu'est-ce que c'est ? De quoi payer les soins de papa, reloger maman décemment et engager les meilleurs avocats pour récupérer Emma. Le silence qui suit résonne dans la salle commune. Autour d'elle, d'autres patients vaquent à leurs occupations, indifférents à ce drame familial qui se joue. « Tu crois qu'on va oublier ce que tu nous as fait pour quelques billets ?» siffle Margot. Sa voix porte une douleur si profonde que Gisèle en a le souffle coupé.
Elle réalise soudain l'ampleur de son aveuglement. L'argent ne rachète pas la cruauté, ne répare pas les blessures de l'âme. Margot, Non, tu ne comprends pas. Margot se lève brutalement, renversant sa chaise. Les autres patients se tournent vers elle, alertés par l'éclat de voix. Tu nous as détruits méthodiquement, avec un plaisir sadique. Tu as savouré notre effondrement. Et maintenant tu arrives avec ton carnet de chèques en pensant que tout va s'arranger? Les mots frappent Gisèle comme autant de gifles. Dans le regard de sa sœur, elle lit une souffrance qu'aucun argent ne pourra jamais guérir. Une infirmière s'approche, inquiète de l'agitation de Margot. « Tout va bien ? » ?»« Non, rien ne va !» explose Margot. « Cette femme a détruit ma vie et elle vient maintenant jouer les bienfaitrices. » Gisèle se lève à son tour, les larmes aux yeux. « Je voulais juste... Tu voulais apaiser ta conscience. Mais il est trop tard, Gisèle. Beaucoup trop tard. » L'infirmière guide fermement Margot vers sa chambre, laissant Gisèle seule avec l'enveloppe intouchée. Elle reste immobile de longues minutes, assommée par cette vérité brutale. On ne peut pas acheter le pardon. Plus tard dans l'après-midi, elle se rend chez ses parents. Leur studio de banlieue sent l'humidité et le désinfectant. André, amaigri et vieilli de 10 ans, la reçoit avec une méfiance palpable. Sa mère, Irène, évite son regard, continuant à plier du linge dans un coin. « Papa, j'aimerais t'aider pour tes soins médicaux et te reloger dans un endroit plus convenable. » André la dévisage longuement, puis secoue lentement la tête. « Garde ton argent. Nous n'en voulons pas. Mais papa, tu as eu ce que tu voulais. Nous humilier, nous détruire. N'en rajoute pas. » Irène lève enfin les yeux vers sa fille. « Tu nous as fait du mal, Gisèle. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Ces mots simples, prononcés par sa mère avec une dignité brisée, achèvent de la détruire. Elle repart de ce studio misérable avec la certitude amère que sa richesse ne lui servira à rien pour racheter ses fautes. Le soir même, elle retrouve Julien dans son appartement. Il la prend dans ses bras sans un mot, sentant sa détresse. « Ils ont refusé », murmure-t-elle contre son épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Gisèle s'écarte légèrement pour le regarder dans les yeux. Apprendre l'humilité, peut-être que le pardon ne s'achète pas, peut-être qu'il se mérite. Cette nuit-là, allongée contre Julien, elle prend une décision qui l'effraie autant qu'elle la libère. Si l'argent ne suffit pas, il faut qu'elle donne quelque chose de plus précieux, elle-même. Elle va tout quitter, son entreprise, son succès, sa vie dorée, partir au bout du monde pour se reconstruire et peut-être mériter un jour le droit de réparer ce qu'elle a brisé. Mais saura-t-elle vraiment abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue? L'aéroport Charles de Gaulle bourdonne de cette agitation matinale qui précède les grands départs. Gisèle pousse son chariot vers la porte d'embarquement, une seule valise à la main. Derrière elle, elle laisse un empire architectural florissant, un compte en banque à 7 chiffres et une vie qui faisait rêver des milliers de femmes. Devant elle, l'inconnu du Sénégal et un projet humanitaire qui ne lui rapportera que la satisfaction du travail accompli. Julien marche à ses côtés, silencieux depuis leur réveil. Il a tenté de la dissuader jusqu'au dernier moment, ne comprenant pas cette soudaine soif d'expiation. « Tu es sûr de ton choix ?» demande-t-il une dernière fois, en s'arrêtant devant les contrôles de sécurité. « Non, mais c'est exactement pour ça que je dois y aller. » Elle l'embrasse tendrement, goûte le sel de leurs larmes mêlées. Dans ses yeux noisettes, elle lit l'incompréhension et l'admiration à la fois. « Attends-moi » murmure-t-elle. « Je ne sais pas si je peux te promettre ça. » Sa sincérité brutale lui fait mal, mais elle la respecte. Comment pourrait-elle exiger de lui ce qu'elle ne s'accorde pas à elle-même? La certitude. 12 heures plus tard, Gisèle atterrit à Dakar sous un soleil de plomb qui transforme immédiatement ses vêtements parisiens en étouffoirs. L'air brûlant, chargé d'odeurs inconnues et de poussière, l'assaille dès sa sortie de l'avion. Tout ici contraste avec sa vie d'avant. Les couleurs éclatantes, les cris joyeux, cette énergie brute qui émane de chaque coin de rue. Amadou l'attend à l'aéroport, un sourire radieux, illuminant son visage. Cet architecte sénégalais de 42 ans dirige le projet d'écoles écologiques pour lequel elle s'est portée volontaire. Sa simplicité et sa générosité transparaissent immédiatement dans sa poignée de main chaleureuse. « Bienvenue au pays de la Teranga », dit-il dans un français teinté d'accent chantant. Le trajet jusqu'au village de Thiès lui ouvre les yeux sur une réalité qu'elle n'avait jamais approchée.
Les bidonvilles côtoient les quartiers résidentiels. Les enfants courent pieds nus entre les voitures. La vie grouille partout avec une intensité qui l'étourdit. « Première fois en Afrique ?» demande Amadou en observant son trouble dans le rétroviseur. « Première fois que je sors vraiment de ma bulle », répond-elle honnêtement. Son nouveau logement la surprend par sa simplicité. Une petite maison en terre crue, un lit, une table, l'essentiel. Rien à voir avec son penthouse parisien, mais une paix étrange l'envahit dans ce dépouillement volontaire. Les premiers jours sont difficiles. Habituée aux bureaux climatisés et aux costumes sur mesure, Gisèle doit apprendre à travailler sous la chaleur écrasante, les mains dans le sable et le ciment. Ses paumes se couvrent d'ampoules, son dos la fait souffrir, mais quelque chose de profond se dénoue en elle. Amadou devient rapidement plus qu'un simple collègue. Sa philosophie de vie, sa façon d'accepter les difficultés avec le sourire, sa relation apaisée au temps et à l'argent fascine Gisèle. Il lui apprend les techniques de construction traditionnelles, l'art de bâtir avec les matériaux locaux. En Europe, vous construisez contre la nature, lui explique-t-il un soir en contemplant le coucher de soleil depuis le chantier de la première école. Ici, nous construisons avec elle. Ces mots résonnent au-delà de l'architecture. Gisèle commence à comprendre qu'elle a passé sa vie à lutter contre tout. Sa famille, ses émotions, ses faiblesses. Au Sénégal, entourée d'enfants qui rient malgré la pauvreté, de femmes qui chantent en pilant le mil, elle découvre une autre manière d'être au monde. Le soir, elle écrit à Julien, lui raconte ses journées, ses découvertes, sa transformation lente mais profonde. Ses lettres parlent moins de revanche et davantage de reconstruction. Elle lui confie aussi ses cauchemars récurrents, où elle voit Emma grandir sans connaître sa vraie famille. Un mois après son arrivée, elle reçoit une lettre qui bouleverse sa nouvelle sérénité. L'écriture hésitante de Margot s'étale sur le papier froissé. « Gisèle, je sors de l'hôpital la semaine prochaine. Les médecins disent qu'en a que je vais mieux. J'ai commencé une thérapie pour comprendre nos blessures familiales. Peut-être que nous pourrions nous écrire. Emma me manque tellement. » Ce soir-là, assise sous un baobab centenaire, Gisèle pleure enfin toutes les larmes qu'elle avait retenues. Amadou s'assoit silencieusement à côté d'elle, sa simple présence plus réconfortante que tous les mots. « Ma famille me manque », avoue-t-elle. Alors écris-lui. Et si elle ne me pardonne jamais? Il sourit avec cette sagesse tranquille qui le caractérise. Et si elle le fait? Cette nuit-là, Gisèle commence sa première lettre à Margot, hésitante mais sincère. Elle ne promet rien, n'excuse rien, mais ouvre simplement son cœur. Sera-ce suffisant pour reconstruire ce qu'elle a détruit? 18 mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Gisèle au Sénégal. Ses mains, autrefois manucurées et soignées, portent désormais les marques du travail manuel. Cales, cicatrices, ongles courts et pratiques. Son visage hâlé respire une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Les 5 écoles qu'elle a contribué à bâtir s'élèvent fièrement dans la région, témoignage tangible de sa transformation. Ce matin, elle reçoit une lettre qui fait battre son cœur plus fort. L'enveloppe porte le tampon d'Air France et l'écriture de Margot s'est affermie depuis leurs premiers échanges épistolaires. « Ma chère Gisèle, j'arrive à Dakar demain avec Emma. Elle a maintenant 2 ans et demi et j'ai envie qu'elle connaisse sa tante. Si tu es d'accord, bien sûr. » Gisèle relit la lettre 3 fois avant de réaliser que ses mains tremblent. Après des mois d'échanges par correspondance, où chaque mot était pesé, mesuré, où elles avaient lentement pensé leurs blessures réciproques, voici que sa sœur vient vers elle. Amadou la trouve assise sous leur baobab favori, la lettre serrée contre son cœur. Bonne ou mauvaise nouvelle? Je ne sais pas encore. Ma sœur arrive demain, avec ma nièce. Il s'assoit à côté d'elle, comprenant instantanément l'ampleur de ce moment. Tu as peur? Terrifiée? Et si Emma ne m'aimait pas? Et si Margot réalisait qu'elle s'est trompée de m'avoir pardonné? Amadou prend sa main dans la sienne, ce geste simple qu'il fait désormais naturellement. Tu n'es plus la même femme que celle qui a quitté la France. Fais-lui confiance. Le lendemain, l'aéroport de Dakar grouille de sa foule habituelle. Gisèle scrute chaque passager qui franchit les portes des arrivées internationales. Quand elle aperçoit enfin Margot, elle a un choc. Sa sœur a retrouvé son éclat. Ses cheveux brillent de nouveau. Ses yeux ont perdu cette ombre de détresse qui les hantait. Dans ses bras, Emma gigote avec la vivacité de ses 2 ans et demi.
L'enfant a les yeux de Margot et le nez mutin de leur mère. Quand leurs regards se croisent, Emma enfouit timidement son visage dans le cou de sa mère. « Bonjour Gisèle », dit Margot d'une voix émue. Elle reste face à face quelques secondes, jaugeant les changements que le temps a opérés chez l'autre. Puis Margot tend les bras, et les deux sœurs s'étreignent longuement. Emma entre elles. « Tu as changé », murmure Margot. « Tu rayonnes. Toi aussi. Tu as l'air apaisé. » Le trajet jusqu'au village se fait dans une intimité retrouvée. Emma, sa timidité évaporée, babille joyeusement en désignant tout ce qu'elle découvre par la fenêtre. Quand elle dit « Tata Gisèle » pour la première fois, le cœur de celle-ci se serre d'émotion. Amadou les accueille avec cette hospitalité sénégalaise qui touche immédiatement Margot. Il a préparé un couscous de poisson, décoré la maison de fleurs locales, tout pour que cette rencontre soit parfaite. Le soir, quand Emma s'endort enfin dans les bras de Gisèle, les deux sœurs peuvent enfin parler librement. « J'ai créé une association », annonce Margot, « pour aider les femmes victimes de violences conjugales. » Gisèle la regarde avec admiration. Sa petite sœur, autrefois frivole et insouciante, est devenue une militante. Thomas t'avait déjà frappé ? Margot hoche tristement la tête. Plusieurs fois. Mais j'étais trop fière pour l'admettre. Ton intervention brutale m'a sauvé la vie, même si je ne l'ai compris qu'après. Elle parle jusqu'à l'aube, évoque leur enfance, leurs blessures mutuelles, les erreurs de leurs parents. Margot raconte sa thérapie, sa reconstruction lente, sa bataille juridique pour récupérer Emma. « J'aimerais que tu m'aides pour un projet », dit-elle soudain. « Lequel ? Construire un centre d'accueil pour femmes battues. Quelque chose d'innovant, d'écologique. Tu as appris tant de choses ici. » L'idée fait naître une excitation que Gisèle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Construire ensemble, réparer ensemble, créer quelque chose de beau à partir de leurs blessures cicatrisées. On l'appellerait comment ? Le centre Gisèle Margot, pour qu'aucune femme n'oublie qu'on peut toujours recommencer. Cette nuit-là, Emma endormie entre elles deux, les sœurs élaborent les plans de leur avenir commun. Amadou, qui a conquis le cœur de Margot par sa gentillesse, accepte de les accompagner en France pour donner vie à leur vision. Au petit matin, Gisèle reçoit une lettre d'Irène. Ses parents, humbles et changés, demandent s'ils peuvent venir au futur projet de leur fille. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demande Margot. Gisèle regarde Emma qui commence à s'agiter dans son sommeil, puis sa sœur qui attend sa réponse. « Je pense qu'il est temps de construire au lieu de détruire. Mais leur réconciliation familiale résistera-t-elle à l'épreuve du retour en France ? 5 années se sont écoulées depuis cette soirée qui avait tout détruit. Aujourd'hui, dans les jardins du centre Gisèle Margot, résonnent des rires d'enfants et des conversations joyeuses. L'architecture révolutionnaire du bâtiment, fusion parfaite entre les techniques écologiques sénégalaises et l'innovation française, fait désormais école dans toute l'Europe. Gisèle ajuste sa robe de mariée simple et élégante, confectionnée par les femmes du centre dans un atelier de couture thérapeutique. À 33 ans, elle rayonne d'un bonheur serein qui illumine son visage hâlé par les années africaines. Amadou l'attend sous la pergola qu'ils ont construite ensemble, entourée de baobabs qu'ils ont fait venir spécialement du Sénégal. « Maman, regarde !» s'écrie Emma, maintenant âgée de 7 ans. L'enfant court vers Margot, ses boucles voltigeant au vent, tenant dans ses petites mains un bouquet de fleurs qu'elle accueillit dans le jardin thérapeutique. Sa joie innocente contraste magnifiquement avec la solennité de l'occasion. Margot, radieuse dans sa robe de témoin, dirige aujourd'hui un réseau européen de centres d'aide aux femmes victimes de violences. Son histoire personnelle, transformée en force militante, inspire des milliers de femmes. À ses côtés, Sophie, sa compagne rencontrée lors d'un groupe de parole, sourit tendrement en caressant son ventre arrondi. Leur bébé naîtra dans 3 mois, fruit d'un amour reconstruit sur les cendres du passé. André s'approche lentement, ses cheveux désormais blancs, mais son regard apaisé. Les années et la maladie l'ont assagi. Il pose sa main sur l'épaule de Gisèle. « Ma fille, j'aurais dû te dire plus tôt à quel point je suis fière de ce que tu es devenue. » Ces mots, qu'elle avait tant attendus dans sa jeunesse, résonnent maintenant différemment. Gisèle n'en a plus besoin pour être heureuse, mais elle apprécie leur sincérité tardive. Irène essuie une larme en regardant ses filles. Elle travaille désormais bénévolement au centre,
aidant d'autres mères à reconstruire leurs relations familiales. Son parcours de femme soumise vers l'autonomie inspire autant que celui de ses filles. Les invités sont prêts, annonce Julien en s'approchant du groupe familial. Il a finalement choisi l'amitié plutôt que l'amour possessif, comprenant que Gisèle avait besoin de cette liberté pour s'épanouir. Devenu le chroniqueur officiel de leurs aventures humanitaires, il documente leur travail pour sensibiliser l'opinion publique. La cérémonie se déroule dans une simplicité touchante. Amadou et Gisèle échangent leurs vœux en français et en wolof, promettant de construire ensemble un avenir où l'amour remplace la vengeance. Leurs témoins sont les premières femmes accueillies au centre, leurs enfants courent entre les rangées de chaises dépareillées. Quand vient le moment des alliances, Emma s'avance solennellement pour remettre les anneaux. Ces bijoux simples, forgés à partir de l'or récupéré sur la bague de fiançailles que Margot avait jetée à Thomas des années plus tôt, symbolisent parfaitement cette transformation du passé douloureux en avenir lumineux. Je vous déclare unis par les liens du mariage et de l'engagement humanitaire, déclare le maire de la commune, ému par la beauté de cette histoire. Les applaudissements fusent, mélange de français, de wolof et de langues diverses, parlées par les résidentes du centre. Cette cacophonie joyeuse représente parfaitement l'universalité de leur mission. Durant la réception, installée dans la cour du centre sous des guirlandes colorées, Gisèle observe sa famille recomposée. Ses parents, réconciliés mais différents, discutent calmement avec Amadou de leurs projets futurs. Margot et Sophie planifient déjà l'extension du centre vers d'autres villes européennes. Emma dessine des maisons colorées qu'elle offre généreusement à tous les invités. « À quoi penses-tu » demande Amadou en s'installant près de sa nouvelle épouse. « À cette soirée d'il y a 5 ans. Si quelqu'un m'avait dit que ma pire humiliation deviendrait le point de départ de tant de bonheur. » Elle pose sa main sur son ventre légèrement arrondi, secret qu'elle partage aujourd'hui pour la première fois. Notre enfant naîtra dans un monde où nous avons appris à transformer la colère en action constructive. Amadou sourit et couvre sa main de la sienne. Et il ou elle grandira entouré de cette famille particulière que vous avez reconstruite. Alors que le soleil se couche sur cette journée parfaite, Gisèle lève son verre de jus de bissap vers l'assemblée. À tous ceux qui croient qu'il est possible de réparer ce qui semble brisé à jamais. À la preuve que l'amour triomphe toujours de la vengeance, quand on lui laisse le temps. Les verres s'entrechoquent dans un tintement cristallin. Emma court vers sa tante pour lui faire un câlin, et dans ce geste spontané d'affection, Gisèle trouve la confirmation ultime de sa rédemption. Parfois, détruire l'ancien monde permet effectivement de construire le nouveau. Mais la vraie victoire, c'est quand tout le monde y trouve finalement sa place. Yeah, I would totally go see them though. I love seeing live concerts. I honestly like seeing smaller bands and stuff, but I don't know. Bigger, they're kind of small. I feel like they're kind of small. No, like they only have like 1 million listeners. That's not like that many. It's obviously a lot. Not that many, like considering most concerts I go to are like extremely large. The last concert I went to was Deftones, and honestly, I don't know. I'm not a huge I don't know. I honestly kind of knew I wasn't gonna like Deftones concert, considering I went to a Blink 182 concert and it was not what I expected. I was a little bit, obviously, you know, nosebleeds, bro. You're gonna like, no one's getting floor seats for Blink 182 or Deftones, like unless you're just built like that, like unless you just got the money. But like, nah. Honestly, Deftones concert tickets were not that bad. I actually got pretty good ones, but they're just, it's so far away. They don't even really sing. I feel like, especially like older bands like them, like Deftones, Blink-182 that came up in like such early 2000s and shit, like they're not the same as, like their vocals are not the same as they used to be. So yeah, just like a bunch of old men getting real sweaty on the stage. But I mean, I paid to see it, so cool necklaces. Oh, thank you, appreciate it. I thought I'd put on the most random necklaces I could find, and I did. Is that mean to say? But it's true. Like, they are old and they get really sweaty. They do. Hello, hi gamer. What do you think? I'm pretty good. Thank
Thanks for asking. I hope yours has been going good too. How's your night going? Hi, Swallow? It's Swallow. I said Shallow. My bad. Hi, Swallow. It's a fact. Thank you. Should I host? I guess I host, right? Make a new run. Let's make it normal. Public lobby. Okay. You guys gotta get in quick though because it's gonna fill up. It's gonna fill up. Like low key with like a bunch of randos, so This stew is severely lacking in Giga Gamma power. If only... Hey! Help an old man out, will ya? what's the code? You should just be able to hit join and then it will show the list. It'll show the list of... Yeah, there you go, there you go. I see ya. Where you at? Quickly, we need those ingredients. It's the only public game, literally. If you go to join chat, if you want to play, you hit join on the menu, start menu, and then I'm basically the only public lobby right now. We on the night? This stew is lacking in flavor. 3 or 4 times. Jump Oh wow. in the van. I like the Minecraft mob heads. Did you make them? Aw, thank you. Oh, thanks so much. I appreciate that. I actually have a skeleton head too, but you can't see him. But yeah, I did make them. Me and my bestie came over and we did the. She made the creeper head. This one. And then I made the ender one. And then I also made my skeleton. I made my skeleton one as well. But yeah, it was more of like a group I got effort. my mind on my stew and my stew on my mind. Okay. I don't know if any more people are gonna come. Honestly, I don't know. We could just play the 2 of us, Loki. We could wait a little bit longer. I'll wait a little bit longer. Just get some randos in here. Hopefully.